Bonjour ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, nous accueillons Philippe Vanneberg pour un webinaire qui aura pour thème le coaching de l'identité. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour, bonjour le Québec et puis bonsoir aux autres. Ça va bien et puis je suis fasciné de ce que la technique nous permet de réaliser aujourd'hui et dans les starting blocks pour démarrer ce webinaire. 15 ans d'expérience en tant que coach, cofondateur de chez Coaching Square Suisse, également formateur. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est déjà une bonne partie finalement de qui je suis aujourd'hui. Un tout grand merci Otis et Gaëtan pour avoir rendu ce webinaire possible et bonjour et bonsoir à tous. Et encore une fois, c'est une occasion spéciale de vivre cette expérience spéciale entre nous et je suis vraiment curieux de voir ce qui va en émerger. J'aimerais introduire le thème d'abord par partager quelques croyances identitaires qui m'ont parcouru l'esprit en préparant et en décidant aussi quelque part de préparer ce webinaire. Je me suis dit faire une présentation sur le coaching de l'identité à 300, 400 coachs, pour la plupart certainement aussi plus expérimentés que toi. Philippe, t'es gonflé. Et en même temps, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas la meilleure façon de démarrer un webinaire dans cette posture, dans cette position de vie, pour ceux qui sont habitués à ces termes-là, en position moins plus. Moi, je suis pas OK, vous êtes OK. Puis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, tiens, bon, 57 ans, j'ai quand même roulé ma bosse dans une quarantaine de pays. J'ai vécu dans 4 de ces pays, dans des contextes culturels qui étaient relativement différents du mien. Et je me suis dit, tiens, qu'en termes de rupture identitaire, j'avais mon lot qui me permettait quand même d'une façon ou d'une autre d'échanger quelques propos avec vous sur ce thème-là. Et puis finalement, je me suis dit aussi que le webinaire n'est fort probablement pas le moyen le plus adéquat pour aborder le thème. Tout d'abord, il risque, de par le fait qu'on n'aura qu'une heure, d'y avoir des manques et des raccourcis, et je m'en excuse par avance. Mais aussi, je suis introduit comme quelqu'un qui a une connaissance approfondie sur le thème et que vous êtes là quelque part pour apprendre. Et ça me pousse dans une posture plus-moins qui n'est peut-être pas non plus la meilleure pour pouvoir aborder ce thème-là. Et donc, j'aimerais qu'on vive l'heure qui va venir finalement en mode échange le plus facile possible, dans le sens où la technique pourrait le permettre. Il y aura l'un ou l'autre quiz. N'hésitez pas non plus à poser vos questions et puis j'espère pouvoir y répondre entre chaque partie de présentation. Et encore une fois, comme l'a introduit Otis, je me permettrai aussi de répondre pendant une demi-heure entre 21h et 21h30 à vos questions sur le groupe LinkedIn. J'aimerais alors, pour pouvoir démarrer, vous inviter à réfléchir à une question. Lorsque on vous pose cette question qui peut paraître un peu incongrue finalement, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous répondez? Et ce sera le premier quiz qui vous est soumis. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose cette question? Qui êtes-vous? Je vous invite, Yotis ou Gaëtan, à lancer, disons, cette première planche. Et vous verrez que, comme premier élément de réponse que vous pouvez choisir, on vous invitera
éventuellement à choisir, tiens, je suis la progéniture de mes parents. Ça veut dire, vous répondez par votre nom, par votre prénom, en précisant d'une manière ou d'une autre d'où vous venez. Mais peut-être que vous auriez envie de répondre, moi je suis un coach reconnu, je suis un chef d'entreprise, je suis psychologue, je suis consultant, et vous répondez plutôt par votre rôle, par votre fonction. Vous auriez peut-être envie aussi de répondre par une partie de votre parcours en disant, moi, si on me pose la question qui je suis, ben, j'ai envie de répondre, je suis quelqu'un qui en a bavé dans la vie. Ça pourrait être une façon de vous définir. Ou bien vous choisirez peut-être la réponse en fonction d'une qualité fondamentale qu'on vous a constamment retournée quelque part en disant, tiens, moi, je suis un éternel optimiste. Peut-être que c'est votre cas. Ou alors, cinquième réponse possible, vous vous sentez comme une sorte d'illusion, une illusion quelque part qui fait la synthèse de l'ensemble de ces 4 réponses précédentes. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je vais encore laisser quelques secondes pour permettre aux autres de le faire. Voilà, vous êtes déjà à 75, donc aujourd'hui, vous êtes vraiment très rapide. Et je suis curieux de découvrir les résultats. Alors, donc, les résultats de ce premier sondage. Alors, je ne sais pas si vous les voyez tous à l'écran. Tu les vois, Philippe? Non, moi je ne les vois pas par contre. Donc, si tu peux simplement me les commenter. 40% d'éternels optimistes, suivi par 31% de professionnels reconnus, 19% illusions synthétiques, 7% la progéniture de mes parents et 3% quelqu'un qui en a bavé. Super, d'accord. Bien, merci d'avoir pris ces quelques secondes pour réfléchir à cette question et probablement qu'elle vous a aussi reflété qu'il n'est pas si facile de répondre à une question de cette nature parce que d'une manière ou d'une autre, l'identité c'est quelque chose de complexe. On va y venir. Et c'est une question quelque part qui voilà, a déjà parcouru l'humanité depuis des temps immémoriaux. On va revenir à vos réponses si vous le voulez bien. Et je voudrais d'abord présenter finalement le programme qu'on va parcourir ensemble. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on échange sur ce que c'est que ce fameux concept de l'identité. Pour pouvoir coacher l'identité, il faut qu'on ressente, qu'on appréhende, qu'on sache exactement ce qu'est ce concept de l'identité. On va prendre un petit peu de temps pour rechercher à le préciser, à le définir. Dans un deuxième temps, on va chercher à définir aussi, tiens, mais si on a aujourd'hui une perception de notre identité, quelles sont les forces qui ont contribué à la forger, et on va aborder ce thème des croyances qu'on peut avoir développées au niveau identitaire. Ce sera la deuxième partie de notre webinaire. On va ensuite tâcher d'explorer ce qu'est le but d'un coaching identitaire. Qu'est-ce qu'on va chercher à travailler et comment est-ce qu'on va chercher à travailler lorsqu'on travaille au niveau identitaire? On va enfin échanger sur quelques particularités de ce coaching-là, du coaching de l'identité, et quels sont les outils aussi, ou certains outils, que le coach utilise pour aborder un coaching sous l'angle de l'identité. Et j'espère avoir le temps aussi pour pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur les conséquences que pourrait avoir de davantage de coaching de l'identité aujourd'hui au XXIe siècle sur l'individu, mais aussi sur l'entreprise et sur la société en général. Voilà ce que je vous propose de partager dans l'heure qui vient. Et je vous ai dit que c'était un questionnement, ce questionnement identitaire qui existe, qui a surgi déjà depuis quelque part que l'homme est sur Terre. Je ne vais pas aller trop loin dans le passé, mais pour ceux qui connaissent ou sont familiers à la culture hindouiste, l'hindouisme, lui,
distinguait déjà et tâchait d'une manière ou d'une autre de définir l'être humain par deux dimensions. Hein. L'une, c'est ce qu'il appelait le Brahman, hein, qui est une sorte de puissance cosmique qui se trouve partout et que se trouve aussi dans chaque être. Donc on est tous reliés quelque part par ce Brahman. Et puis l'Atman qui est plus finalement le soi-même, hein, le soi-même intrapsychique qui héberge d'une manière ou d'une autre et processe cette forme. Voilà, il y avait déjà des tentatives à ce moment-là de définir ce qu'est l'identité d'une personnalité. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays. En Bolivie, pour ceux qui connaissent les Andes, le concept de Pachamama, hein, donc quelque part de la terre-mère, est aussi profondément relié à ce qu'un habitant des Andes ressent. Hein. Il ressent une partie de cette terre-mère dans lui et se définit aussi en fonction de cette Pachamama. À Madagascar, vous savez peut-être que les Malgaches vouent un culte aux ancêtres important parce qu'ils se sentent toujours très fort reliés à ces ancêtres et ils ont besoin de ces ancêtres pour faire le lien à une force encore plus grande, Zanahar, hein, qui est la force créatrice, et ils se sentent quelque part aussi faire part de ce plus grand. Donc on se rend compte que c'est le cerveau humain qui cherche d'une manière ou d'une autre à s'identifier par rapport aux forces qui l'entourent. Et revenons maintenant au quiz que je vous ai proposé, un quiz qui vous a fait, je pense, prendre conscience déjà que d'abord c'est une notion, donc c'est pas très bien défini ce que c'est que l'identité. Et c'est une notion quelque part qui est dans un premier temps complexe. Hein. Il y a des dimensions intrapsychiques, il y a des dimensions relationnelles, hein, on se définit par rapport à l'autre, il y a des dimensions aussi par rapport à un système, donc des dimensions systémiques, et il y a des dimensions aussi cognitives. Hein. Donc mes pensées, ce que je pense de moi me définissent d'une certaine façon. Et on comprendra rapidement que ce concept de l'identité ne va pas pouvoir être appréhendé uniquement par notre cognitif, mais qu'on aura, et en tant que coach, on va utiliser ça aussi, recours à l'intelligence somatique, à l'intelligence du corps pour davantage faire percevoir à notre coaché qui il est, hein, d'une certaine façon. Donc c'est une notion complexe, mais c'est aussi une notion multidimensionnelle. Il y a différents types de professions hein, qui s'intéressent à ce concept d'identité. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, bien entendu les psychologues, les psychanalystes, les politiques, hein, pour nos amis français, lorsqu'ils ont lancé le grand débat sur l'identité nationale. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire aussi ce concept d'identité? Et ce qui est intéressant peut-être à intégrer, c'est que finalement, ce concept est un concept plutôt postmoderne, même si ça fait des lustres hein, et des milliers d'années quelque part que l'être humain se pose des questions existentielles, ce n'est que vers les années 60 où il y a un virage qui s'est donné après et pendant tous ces mouvements de libération. C'est à ce moment-là que pour la première fois, la société, le collectif a donné le droit à l'individu de définir qui il a envie d'être, hein, de définir à quel groupe il a envie d'appartenir. Et cette permission, cette liberté quelque part nouvelle, qui, et on le verra un petit peu plus tard, est aussi reliée à un certain nombre d'angoisses, a soulevé un certain nombre de questionnements. Hein. Et on se pose énormément de questions aujourd'hui sur qui on est. Et on cherche à définir qui on est en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on lit, des gens qu'on fréquente, des partis politiques pour lesquels on vote. On se définit et on définit partie de son identité aussi peut-être par rapport à sa religion. Hein. Donc voilà, c'est une notion multidimensionnelle. Et le dernier volet, c'est que c'est important aussi de prendre conscience que on n'a pas la même perception de qui on est à 10 ans, hein, que la perception qu'on en aura à 25,
à 40 ou à 70 ou à 70 ans pour nos amis français. Donc, c'est une perception qui évolue au gré de l'âge, du temps, mais aussi des expériences qu'on fait dans la vie. Et c'est donc un processus aussi évolutif dans le sens qu'on va faire évoluer la relation à soi et on va faire évoluer la relation aux autres et à son environnement. Sachant déjà que la distance qui nous sépare du soi à soi, hein, de notre soi à soi, ne pourra jamais être entièrement comblée, hein. Mais c'est un processus évolutif. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on peut aussi prendre conscience du fait finalement que cette identité, ce concept ou cette notion d'identité, c'est quelque part une force de vie. C'est un petit peu comme si on se racontait l'histoire de sa vie, hein, qu'on se racontait le récit de sa vie et qu'on cherchait d'une manière ou d'une autre à y adhérer. Et lorsqu'on adhère à l'histoire qu'on est en train de se raconter, ça nous donne une énergie, un élan de vie. Lorsqu'on n'y adhère pas, alors ça peut drainer une grande quantité d'énergie et ça peut mener à la dépression. Hein. Donc c'est une force de vie et donc c'est intéressant d'aller approcher finalement ce levier interne qu'on a tous en nous. J'ai dit que c'était un processus évolutif, donc cette force de vie, elle va évoluer. Hein. Certains jours, on va la ressentir, d'autres moins. Et elle va aussi évoluer en fonction de certaines questions qu'on se pose, comme qui suis-je? Quel est mon but? Quelles sont mes limites, quelque part? Quelles sont les limites aussi que moi, je me mets entre moi et les autres? Trouver la frontière entre, pour les mères de famille, entre mon enfant et moi-même, va mieux me définir et va aider davantage à définir aussi mon enfant. C'est aussi répondre à la question, tiens, je sens quelque part qu'il y a un appel, hein, je sens qu'aujourd'hui je suis plus à ma place dans mon job, dans mon entreprise, j'ai envie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui émerge en moi et j'arrive pas encore à mettre un mot dessus. Donc, c'est se poser la question, finalement, qu'est-ce qui attend à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est prêt d'une manière ou d'une autre à émerger. Voilà, alors on est toujours dans le chapitre de la définition de ce qu'est l'identité. Bien sûr, les psychanalystes se sont penchés sur la question et Freud, le premier dans sa deuxième topique, hein, où il a défini ces instances de personnalité que sont le surmoi, hein, qui est quelque part le moi idéal pour simplifier, le moi, qui est le moi dans le ici et maintenant, que j'arrive à davantage percevoir et qu'il fait un petit peu la balance, l'équilibre entre le surmoi et le ça, qui arbitre quelque part ces différentes forces qui m'habitent. Et puis le ça, qui est encore finalement l'état de mes pulsions, qui est plus de l'ordre du ressenti. Hein. Donc il a présenté ces instances de personnalité, voilà, qui sont en termes psychanalytiques des concepts. C'est l'analyse transactionnelle qui a repris ces concepts à travers les états du moi, hein, et qui a ajouté quelque chose d'intéressant qui sont des signes comportementaux qui sont liés à chacun de ces états du moi. Et là, ça va être intéressant pour les coachs parce qu'en observant ces signes comportementaux, on va pouvoir identifier finalement dans quel état du moi notre coaché passe la plupart de son temps. On va l'aider aussi à percevoir ça et ça pourrait lui donner aussi certaines clés par rapport à qui il est. Donc, en termes d'énergie parent, en termes d'énergie adulte, quelque part, qui va tester la réalité, ou en termes d'énergie enfant, hein, qui est encore le siège des pulsions, des instincts qui n'ont pas été censurés. Et une autre façon intéressante et qui assez régulièrement revient dans le cadre d'un coaching, donc de définir l'identité, c'est le concept de l'ego. Et j'aime bien la manière dont Robert Dilts définit l'ego. Et il fait la distinction entre l'ego et l'âme, en disant que l'ego, quelque part, il est perçu comme un tout qui est séparé. Hein. On est
retourner sur soi-même. On est plus dans un mode de survie d'abord, et ensuite recherche de quel est mon intérêt professionnel, mon intérêt personnel, pardon, et de recherche finalement de garder le plus de choses possibles sous contrôle. Hein. Et il peut s'opposer ou se compléter avec le concept de l'âme, hein, qui est plutôt, et Robert utilise le concept d'Arthur Koestler de holon, hein, on est tous des parties d'un tout et on intègre aussi différentes parties dans notre tout et on est relié à quelque chose de plus grand et cette partie de nous, hein, liée à l'âme, va nous donner l'éveil, va nous donner un esprit plus d'orientation, service, d'une volonté de vouloir contribuer à quelque chose, de nous connecter à quelque chose. Et assez souvent dans les coachings, nos coachés luttent avec ce concept d'ego, hein, en disant tiens, j'ai pas assez d'ego, j'ai trop d'ego, sans savoir et percevoir exactement ce que ça veut dire. Ce que Robert Dills nous amène, c'est un concept assez intéressant, c'est que l'ego, quelque part, est un canal par lequel la vitalité de l'âme peut s'exprimer dans le monde. Ce qui veut dire que si on a un ego trop étroit, eh bien, la vitalité de l'âme, elle ne saura pas passer. Hein. Si on a un ego trop petit, on ne pourra pas rayonner dans le monde par notre unicité. Si on a un ego démesurément large, grand, eh bien là, l'image qui me vient, c'est celle des méandres d'un fleuve dans une plaine qui n'arrive jamais à développer une force importante. Et encore une fois, la vitalité de notre âme ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc, en fonction des projets qu'on a, de ce dans quoi on s'investit, ben, c'est important quelque part aussi de réguler notre ego, sachant d'une manière ou d'une autre que on a peu d'emprise, hein, d'une manière ou d'une autre sur notre ego. La seule chose qu'on peut faire, c'est apporter de l'attention quelque part à ce concept. Voilà, si je voulais introduire, c'est pour qu'on ait d'une manière ou d'une autre une perception assez vaste, multi-école quelque part de ce que pourrait être l'identité, ou disons ce qui nous permettrait de nous rapprocher de ce concept de l'identité. Alors Yotis, je ne sais pas si ce que j'ai présenté jusqu'ici inspire l'une ou l'autre question à nos auditeurs. Tout à fait. Donc, il y a deux questions, en tout cas, qui paraissent. Il y a une personne, donc Claudine, qui se pose la question. Ce ne sont pas les Français qui ont lancé ce débat glauque, c'est un ministre populiste. Je te laisse réagir face à ça. Les choses sont dites et puis merci Claudine de cette clarification et effectivement il m'a paru aussi au moment où cette question a été médiatisée que on n'abordait pas véritablement la question et l'essence de ce qu'est l'identité. Alors, et nous avons également l'interrogation d'Armel qui demande « L'ego est un concept occidental ?» point d'interrogation. C'est une bonne question à laquelle j'aurais envie de répondre pas tout à fait. Donc, je crois effectivement que l'ego, dans la manière dont on a l'impression qu'on a une emprise pour le faire évoluer, est probablement quelque chose qui est plus clair dans les cultures occidentales. Ce que j'ai pu rencontrer dans les cultures, voilà, à Madagascar, dans les Andes, au Pakistan, en Inde, il y a un ego qui est très profondément là aussi, mais qui est probablement beaucoup plus construit sur ce que la collectivité veut nous retourner, hein, veut nous refléter. Tiens, voilà qui tu es et voilà de la nourriture finalement pour te sentir qui tu es quelque part. On continue encore avec une question peut-être avant de lancer peut-être la suite. Question de Laurent. Être dans l'ego, n'est-ce pas un attachement à son identité? Alors encore une fois, l'ego est une colonne vertébrale indispensable
à son identité. Et on va chercher aussi en coaching à réconcilier quelque part notre coaché avec son ego. Ce qui est important, c'est que l'image qu'il perçoit de lui-même, le film qu'il est en train de visualiser sur un écran de lui-même, ce qu'il est important qu'il comprenne, c'est qu'il n'est pas ça. Donc l'ego est utile pourvu qu'on ne s'identifie pas à lui. Pourvu qu'on continue à percevoir l'identité comme un concept évolutif qui change tout le temps. Mais effectivement, si on veut s'acheter une séquence identitaire en s'achetant, je ne sais pas, une Ferrari ou un chalet à la montagne ou je ne sais quel autre bien pour se dire, tiens, mais voilà, je suis quelqu'un. Eh bien, le piège, effectivement, c'est qu'on s'identifie après à cette partie de l'ego qui ne reflètera qu'une image trompeuse de qui on est vraiment. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, la première chose, prendre conscience que l'identité, c'est une notion qui est complexe, c'est une notion qui est évolutive, c'est une notion qui est multidimensionnelle, qui peut se percevoir sous l'angle aussi de l'ego versus l'âme, pour lequel on a certains outils, par exemple les états du moi dans le giron de l'analyse transactionnelle. Voilà comme premier élément. Maintenant, pour développer quelque part cette perception de qui on est passé par un certain nombre d'expériences, on a pris des décisions, on s'est posé un certain nombre de questions existentielles dont les réponses ont contribué progressivement à forger des croyances au niveau identitaire. Et on a pu identifier aussi des croyances universelles, c'est-à-dire que l'ensemble des êtres humains dans toutes les cultures se posent des questions identiques à celles-là. Et j'aimerais que vous invitez peut-être à réfléchir aussi sous la forme de ce deuxième quiz à cette question. Laquelle de cette question existentielle, pour être plus précis, vous taraude le plus, vous occupe le plus l'esprit pour être vraiment qui vous êtes? Ai-je ma place ici? Aujourd'hui, peut-être que je suis rentré dans une communauté de coach ou dans une nouvelle entreprise et je me pose la question, est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que c'est ça la question qui, d'une manière ou d'une autre, vous préoccupe ou vous mange le plus d'énergie aujourd'hui? Est-ce que c'est la question, ai-je de la valeur? Aux yeux de qui? Aux yeux de mes parents, aux yeux de mes collaborateurs, aux yeux de mes collègues, aux yeux de mes chefs, est-ce que j'ai de la valeur? Ça peut être une autre question qui nous taraude sur le plan identitaire. Est-ce que je m'autorise quelque part à être véritablement moi-même? Ou est-ce que j'ai toujours une petite tendance à jouer un personnage? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Quatrième question. Et suis-je capable d'être aimé? Cinquième question. Donc voilà, ces 5 questions que je vous propose et je suis curieux aussi de voir comment vous allez distribuer vos votes entre l'ensemble de ces croyances universelles. Alors, nous sommes déjà à 60% des votes. Nous allons, ça monte vite, nous sommes à 75. Donc, je vais laisser encore quelques secondes. Voilà. Nous avons dépassé les 80. Et je pense que c'est assez comme ça. Super. Alors, juste pour clarifier, la question qui, moi, aujourd'hui, me préoccupe le plus, c'est est-ce que je m'autorise à être véritablement moi-même? Et je commence gentiment à 57 ans, en étant père et grand-père, à me l'autoriser et je me rends compte que c'est pas toujours aussi facile non plus. Eh bien, écoute, sache qu'il y a 29% des gens qui ont choisi exactement la même réponse que toi, donc 29%, puis-je être moi-même? Suivi de 26% de est-ce que je m'accepte tel que je suis? 22% ai-je de la valeur aux yeux d'eux? 17% ai-je ma place ici? Et 6% suis-je capable d'être aimé?
Mhm. Intéressant, intéressant de voir aussi comment ces votes sont relativement distribués entre l'ensemble de ces croyances, hein. Et effectivement, ce sont des croyances qui évoluent aussi, hein, au gré de la vie. Ce sont des croyances, et c'est là le paradoxe, ce sont des croyances qui nous ont aidés à être qui on est aujourd'hui. Et en même temps, ce sont des croyances qui limitent notre potentiel d'évolution, hein, d'où l'importance de faire prendre conscience à notre coaché de la nature finalement de la ou des croyances qui aujourd'hui ont l'air d'être le plus sur le chemin de son évolution. Alors ça, c'est quelques-unes de ces croyances universelles. Si encore une fois, on se raccroche à l'analyse transactionnelle, on parle d'injonctions, hein, d'injonctions qui sont des messages répétitifs qu'on peut avoir entendus lorsqu'on était petit, lorsqu'on était jeune, tel que n'existe pas, hein. Si tu veux ta place, eh bien, n'en prends pas trop, fais-toi petit, efface-toi, et à ce moment-là, on te fera de la place. Une autre injonction, peut-être ne sois pas toi-même, hein. Un parent ou des parents qui auraient voulu, par exemple, un garçon, et puis c'est une petite fille qui naît, et quelque part dans leur inconscient, ils vont refléter ce message, cette injonction à leur enfant, que s'il est pleinement la fille qu'il se sent être, eh bien, il n'aura peut-être pas toute la reconnaissance dont il a besoin pour évoluer. Ne sois pas un enfant, je ne vais pas toutes les commenter. Il y a aussi ne grandis pas. Il y a une autre injonction qui est ne réussis pas. Et à ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque moi j'ai eu ce qu'on appelle le bac, hein, le baccalauréat, et que je suis rentré à la maison, mon père, qui n'a pas eu la chance d'étudier et a toujours regretté dans sa vie d'une manière ou d'une autre de ne pas avoir eu l'occasion, de ne pas avoir non plus été suffisamment appliqué dans ses études, m'a dit, et je me souviens, il travaillait dans le jardin quand je suis revenu avec voilà mon carnet de notes pour lui montrer fièrement que j'avais mon bac. Et puis comme je le montrais avec un petit peu d'emphase, il m'a envoyé le message tu te prends pour Jésus-Christ ou quoi, hein, comme si tiens bon c'est bien ta réussite mais n'en fais pas trop grand cas, hein. Et donc du coup boum, ce message je l'ai aussi d'une manière ou d'une autre donné une dimension beaucoup plus petite. Bon, alors je ne vais pas développer les autres, mais on est chacun, d'une manière ou d'une autre, encore aujourd'hui soumis à des degrés différents à l'une de ces 12 injonctions. Et ce qui sera important pour un coach de faire comprendre à notre coaché, c'est que si cette injonction a eu un sens il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans, aujourd'hui, le danger n'est plus là. The danger is over, hein. Il n'y a plus de danger. Et on peut se départir, on peut s'éloigner quelque part de cette injonction pour restaurer la vitalité chez notre coach. Alors, qu'est-ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous empêche le plus d'être nous-mêmes? Ce qui nous empêche le plus d'être nous-mêmes, quelque part, c'est le soi idéal qu'on a élaboré dans son esprit, hein. On veut ressembler à quelque chose et on veut tellement ressembler à quelqu'un qu'on en oublie les autres dimensions. Et j'aime bien ce croquis quelque part qui nous a aussi été présenté par Dilts, qui présente finalement un espace intérieur, hein. Notre identité, c'est un espace intérieur. Et dans cet espace intérieur, il y a un espace qui caractérise ce que je voudrais être, hein, ce que je veux être. Et une autre moitié, ce que je ne veux pas être. Et au centre de l'espace, il y a notre self, hein, notre self qu'on ne va pas pouvoir appréhender autrement que par le ressenti. On ressent profondément qui on est, mais on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir mettre des mots dessus. Mais il est là, et ça définit ce que je suis dans cet espace intérieur. Et il y a encore une partie de nous-mêmes qui
voudrais devenir quelque chose. Donc, il y a ce que je pourrais devenir. Et dans ce que je pourrais devenir, il y a ce que je pourrais devenir et ce que je veux être. Mais il y a aussi ce que je pourrais devenir et ce que je ne veux pas être. De la même façon que dans cet espace, il y a aussi des questions sur ce que je ne suis pas. Alors, dans ce que je ne suis pas, il y a encore une fois des choses que je ne suis pas, mais que je veux être. Ou qu'il y a des choses que je ne suis pas et que je ne veux pas être. J'espère que vous me suivez toujours. Et voilà, lorsque on veut d'une manière ou d'une autre devenir quelque chose qu'on ne veut pas être, eh bien on se met des limites. Et lorsqu'on veut devenir quelque chose, mais qu'on n'est pas encore, eh bien on peut prendre conscience de limitation. Et puis, dans le vert foncé, vous voyez qu'il y a encore des aspects qui sont aujourd'hui inconnus. On ne sait pas encore se positionner si on a envie de ça ou si on n'a pas envie de ça. Et ce que je voudrais montrer par ce graphe, c'est que on arrivera à être pleinement soi et on aidera nos coachés à être pleinement eux-mêmes qu'à partir du moment où ils arrivent à intégrer la totalité de ces dimensions. Tant que je lutterai contre une partie de moi-même que je ne veux pas être, je ne pourrai pas être moi-même et donc je serai bloqué dans mon évolution. Donc c'est ce que ce petit schéma va chercher à démontrer et c'est aussi la logique dans laquelle un coach va s'inscrire de chercher d'une manière ou d'une autre à accueillir à nos coachés les échecs, les blessures, comme les succès, les rêves qui font de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà sur ce chapitre des croyances identitaires et je me retourne vers toi, Yotis, pour savoir s'il y a encore l'une ou l'autre question sur cet aspect-là. De la part de Sadia, entreprendre un chemin en développement personnel permet d'avoir des réponses existentielles. Le voyage vers la connaissance de soi permet d'être un coach congruent. Donc, de la part de Sadia. Pardon, juste un petit commentaire par rapport à ça. Sadia a tout à fait raison et met le doigt sur quelque chose d'important pour les coachs qui veulent accompagner des clients sur le chemin de l'identité. Ils ne pourront les accompagner que jusqu'où ils sont arrivés eux-mêmes, d'où effectivement l'importance de se mettre sur ce chemin de développement personnel. Il y a également Evelyne qui pose une question. Quelle différence entre limitation et limite? Les limites ont plutôt un lien avec des croyances internes, des résistances qu'on peut qu'on se donne quelque part. Hein. Ce sont des frontières qu'on se donne en se disant au-delà de ça, je ne veux pas aller. Hein, je ne veux pas aller. Les limitations, hein, et j'étais presque parti dans la confusion entre les deux, les limitations, ce sont plutôt ce qui est ressenti comme une limitation interne vers quelque chose vers où j'aimerais pouvoir aller. Hein. Donc, c'est moi-même qui me limite ou mes compétences, la perception de mes compétences, de qui je suis, me limite pour aller dans cette direction-là. Donc, dans les deux cas, on est limité, mais dans un cas, on s'impose ces limites et dans l'autre cas, on souffre de ces limitations. Alors, Rim avait exactement la même question. Alors, je vais encore en prendre une dernière de la part de Laurence. Faites-vous une différence entre ce que je suis et la mission de vie? Oui, superbe question aussi. C'est probable, c'est pas facile de distinguer les deux. Hein. On peut se définir aussi en fonction de la mission de vie qu'on perçoit avoir. Et les deux concepts sont vraiment très proches et très imbriqués. Hein. Sont tellement imbriqués que Patricia Boyle, par exemple, à l'université de Chicago, a mis en évidence que quelqu'un qui avait une clarté sur ce que nos amis anglophones appellent un purpose, hein, un but de vie, une mission de vie, hein, eh bien, il aura beaucoup plus de chances de vivre vieux en bonne santé hein, que quelqu'un qui
n'a pas trouvé, ne s'est pas connecté à cette mission de vie. Donc, pour illustrer aussi le fait que les deux concepts sont tellement imbriqués que si on a cette mission de vie qui devient plus claire, eh bien dans son être, on arrive à accueillir toutes les situations de la vie aussi de façon beaucoup plus aisée. Voilà, donc on a défini ce concept d'identité, on a vu quelles étaient les croyances, les questions existentielles qui petit à petit vont contribuer à nous faire percevoir qui on est aujourd'hui, hein, et on est conscient que ça évolue. On va maintenant aborder le troisième chapitre qui est plutôt lié au but du coaching de l'identité. Finalement, nos coachés, quand ils viennent avec quel genre de problématique, hein. Lorsqu'on est dans une situation de coaching, on a l'habitude de dire il y a un état désiré, il y a une réalité d'aujourd'hui, et pardon, il y a un état présent, une réalité d'aujourd'hui, il y a un état désiré auquel on aimerait pouvoir accéder. L'état désiré, dans le cadre du coaching de l'identité, c'est avoir une plus grande connexion avec soi-même, c'est de retrouver une certaine forme d'alignement, une certaine forme de sérénité quelque part. Donc retrouver profondément cette connexion avec soi-même est l'état désiré vers lequel on va accompagner nos coachés dans une démarche de coaching identitaire. Alors, pour faire la distinction entre ce que c'est qu'un coaching au niveau de l'identité et ce qui ne le serait pas, hein, même si différentes écoles comme le coaching holistique, etc., pourraient venir challenger ce concept, je vous propose la pyramide de Diels que la plupart d'entre vous, sans doute, connaissent. Et on a l'habitude à Coaching Square de distinguer un coaching qu'on effectue dans ce qu'on appelle une première boucle, hein, une boucle simple, c'est-à-dire que le coaché, il a son système et que c'est à l'intérieur de son système qu'il va chercher à opérer des changements au niveau des comportements, au niveau de ses compétences, voire au niveau de son contexte, hein. Donc, c'est à ces niveaux-là qu'il va chercher à opérer des changements. Donc, ça, c'est le coaching que nous, on appelle single loop. Un coaching double loop, hein, va chercher d'une manière ou d'une autre à changer le contexte de notre coaché, hein, ce que Václavic a appelé les changements de niveau 2. Donc là, on va travailler au niveau des croyances, au niveau des valeurs. Alors certainement, certaines de ces croyances sont des croyances aussi au niveau identitaire, hein. Mais on va d'abord chercher donc à faire évoluer la manière dont notre coaché voit sa réalité pour lui permettre de développer des comportements plus adéquats dans ce nouveau système. Et donc, le coaching identitaire est un coaching, effectivement, qui va se rapprocher de ce qu'on perçoit comme étant l'image de soi, de sa mission, hein, et on va accompagner le coaché sur ce qu'il peut devenir, sur finalement les blocages qui l'empêchent d'évoluer vers qui il a envie de devenir. Voilà, j'espère que ça clarifie pour certains aussi plus la distinction qu'on peut faire entre ce qui est coaching identitaire et ce qui ne l'est pas. Voilà, alors les problématiques qui nous sont amenées par les coachés, c'est se reconnecter à soi-même, à ses besoins, c'est être authentique, hein, chercher à être davantage authentique. C'est pas facile. Par exemple, pour des dirigeants dans des sociétés importantes, de ne pas jouer un personnage. Donc, assez souvent, c'est dans l'executive coaching aussi qu'on va aborder des questions identitaires, hein, pour avoir le courage d'être soi et pas d'exprimer des opinions qu'on pense favorables au développement de notre carrière. Quelle direction imprimer dans sa vie? Comment élargir la perception de... Alors, tout ce qui est travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur ses peurs fondamentales, sur les transitions ou sur sa mission de vie, hein, sont des problématiques qui peuvent être abordées sous un angle identitaire. Voilà, alors, on a compris aussi que si la perception de qui on est dépend de la manière dont on a vécu nos blessures en tant qu'enfant, que lorsqu'on aborde ces thématiques, assez souvent,
et même très souvent, puisque probablement à plus de 90% du temps, notre cerveau reptilien ou le cerveau reptilien de notre coaché va se déclencher. Et c'est ce cerveau reptilien, quelque part, qui va nous induire une réponse en disant « Oula, ici, je dois plus rien dire. Ici, je suis en danger. Ici, je dois commencer à me mettre sur la défensive, à éventuellement passer dans un mode attaque, ou bien de clôturer le coaching et de m'en aller. » Donc, c'est quelque chose qu'on va vivre assez régulièrement dans un coaching d'identité, et notre rôle de coach sera d'accueillir aussi de certaines manières ces réactions-là. Et ça nous permet donc d'introduire le chapitre suivant qui a trait aux outils du coach. Aux outils du coach. Et j'aimerais encore une fois m'adresser à vous là pour savoir, tiens, maintenant sur ce qu'on a raconté, sur votre expérience, sur base de votre pratique, quel est selon vous l'outil du coach qui vous paraît le plus utile, ou quel est voilà ce qui est à disposition du coach qui vous paraît le plus utile pour coacher au niveau de l'identité? Est-ce que c'est savoir gérer ses émotions? Est-ce que c'est la qualité de la présence? Est-ce que c'est la maîtrise d'outils particuliers, comme bien maîtriser par exemple les concepts des états du moi en analyse transactionnelle? Est-ce que c'est, comme l'a dit Sadia, je pense, se connaître soi-même? Ou est-ce que c'est avoir la capacité de poser de bonnes questions? Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, vous êtes à 30% à avoir déjà voté, donc j'invite les autres à justement faire un choix et donc soumettre ce choix. Donc, vous êtes de plus en plus rapide aujourd'hui, 70% déjà. Nous allons clôturer dans quelques instants. Voici les résultats. À 35%, c'est se connaître soi-même. 34%, la qualité de la présence. 22% de bonnes questions. Et ex aequo, les deux dernières 5%, savoir gérer les émotions et la maîtrise d'outils particuliers. Super, merci beaucoup à vous tous de ce miroir. Effectivement, les deux aspects les plus importants qui, comme vous le pressentez, sont très liés. C'est la qualité de la présence et la qualité de la présence qu'on va pouvoir offrir à son coaché sera intimement liée avec le travail qu'on aura fait sur soi, sur la manière dont on se connaît, sur la manière dont on accueille nous-mêmes nos propres blessures qui nous ont construits, parce qu'on est tous quelque part des êtres blessés. Et ça me permet d'enchaîner avec la posture du coach pour aborder un coaching identitaire. Et effectivement, la première chose à laquelle il va réfléchir, c'est sa connexion à soi. Certains d'entre vous connaissent probablement ce que Robert Dill s'appelle l'état coach, donc d'être centré sur soi, d'être ouvert, d'être attentif à ce qui se passe, attentif à l'autre, attentif au thème, attentif à soi, avec une certaine conscience, d'être connecté à l'autre avec le champ, et d'être connecté à soi-même, et être quelque part dans l'hospitalité, dans l'accueil de tout ce qui survient au moment d'un coaching de l'identité. Donc, ça va être la responsabilité du coach de maintenir son canal ouvert pendant toute la durée du coaching, et c'est un point de départ essentiel pour travailler ce coaching de l'identité. Donc, la première chose, être dans le bon état interne pour aborder un coaching qu'on pressent pouvoir évoluer au niveau identitaire. Ensuite, il y a la qualité de la présence, pour offrir un cadre sécuritaire suffisant à nos coachés, qui va commencer par un pitch qui sera accueillant et à la fois challengeant, qui va mettre de l'énergie déjà d'une certaine façon, et on va chercher à utiliser des termes comme accueil, comme nourrir, comme briller, comme potentiel, comme découvrir, quoi d'autre, comme révéler peut-être. Donc ce sont tous des termes
que nous, on a l'habitude d'appeler des termes miam, hein, et qui vont donner envie, qui vont faire percevoir finalement l'écrin que vous propose le coach comme un écrin de sécurité. Après ce pitch accueillant, on va chercher, c'est important dans un coaching identitaire comme dans tout autre coaching ailleurs, de rentrer dans la carte du monde du coaché, hein, dans une première partie. On va chercher ensuite à se laisser toucher. Et c'est important, encore une fois, qu'on ait cette capacité à ce moment-là de se laisser toucher, de ne pas se laisser envahir par nos propres croyances identitaires qui pourraient nous envoyer le message « sois fort, résiste hein ». Mais montrer que la situation que nous amène le coaché nous touche aussi. Et que si elle nous touche, ça lui reflète quelque part qu'il a raison de la déposer, qu'il a raison d'être touché par ce qu'il dépose. Et ce sera un aspect clé dans la suite du coaching. Ensuite, on va chercher à valider au niveau de l'être, hein, en disant je te vois, tu es là, je ressens que tu, hein, et on va utiliser toutes les techniques de validation. Puis une fois qu'on a quelque part nourri le coaché, on va chercher à recadrer, hein, parce que encore une fois, on va accompagner notre coaché dans une évolution. Et ces recadrages pourraient à certains moments déclencher ce cerveau reptilien. Et là, l'importance et l'agilité du coach, ça va être de rester là. Quelque part avant que la porte ne se ferme, de pouvoir mettre le pied dans la porte et de refléter, tiens, mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi face à cette situation, hein, de telle façon à ce que le coaché puisse de nouveau s'ouvrir et poursuivre l'exploration de son thème. Et puis ensuite, ouvrir des perspectives en le connectant d'une manière ou d'une autre à l'être. La qualité de la présence, et puis il y a le contrat, hein, vous allez découvrir aussi dans le PDF qui vous sera remis, ce qui est important de travailler dans ce contrat, mais bien sûr le consentement, hein, donc on n'aborde pas ce thème par surprise avec son coaché, on cherche à lui faire passer le message, tu peux compter sur moi, je suis là pour toi, ici, tu es en sécurité, tout peut être dit, hein, et tout ce que tu dis est OK. Et en même temps, le coach va se mettre dans un état d'esprit de patience, d'ouverture, de non-jugement, hein, et quand le coach dit stop, c'est stop. Il y a un aspect important que je ne vous ai pas encore clarifié avant, quand on parlait de l'objectif ou du but du coaching de l'identité, c'est que rien ne doit être soigné. On ne va pas chercher à soigner quelque chose au niveau identitaire. On va surtout chercher à accueillir, à éclairer, à faire de la lumière sur un de ces aspects. Donc, être aussi dans le confort de ne pas savoir, parce que lorsque le coach est dans le pas savoir, quand il ne sait pas, eh bien, il sera une caisse de résonance d'autant plus puissante pour son coaching. Donc voilà, quelques outils comme la validation que vous pourrez découvrir, comme un certain type de questionnement, hein, qu'on appelle le questionnement triple loop. Donc, quels ont été les leviers qui ont fait qui tu es aujourd'hui? D'autres instruments, des outils que vous connaissez probablement bien, comme les états du moi ou les jeux psychologiques qui nous sont proposés par l'analyse transactionnelle. Voir l'histoire de vie, hein, encore une fois, l'identité, c'est se raconter le récit de sa vie et en repartant des différents faits qui ont émaillé notre vie, eh bien, de faire reprendre conscience à notre coaché quand est-ce que tu t'es senti, par exemple, le plus accueilli. Si tu avais à refaire quelque chose, ce serait quoi? En revoyant ça aujourd'hui, c'est quoi qui te touche le plus? Donc l'histoire de vie peut être utilisée de cette manière-là. Voilà, il nous reste 3 minutes pour, d'une manière ou d'une autre, aborder cette question. Tiens, mais être au 21e siècle, ça veut dire quoi? Pourquoi, d'une manière ou d'une autre, cette notion de coaching d'identité pourrait revêtir une certaine importance à notre époque? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans une époque troublé, hein, avec énormément de questionnements sur comment notre société va évoluer.
bien sûr le terrorisme, bien sûr les changements climatiques, les mouvements migratoires, mais aussi l'évolution de la technologie, etc. Tout ça font que finalement, et certains auteurs amènent ça comme hypothèse de cette crise de conscience qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est de plus en plus dans ce monde-ci déconnecté de nous-mêmes. On est de plus en plus déconnecté des autres et on est de plus en plus déconnecté de notre contexte, de notre environnement. Et rechercher finalement à reconnecter nos coachés avec eux-mêmes est une clé essentielle. Et j'aimerais vous soumettre le dernier quiz pour savoir, tiens, de votre point de vue, qu'est-ce que le coaching identitaire pourrait apporter au XXIe siècle? Est-ce que c'est la capacité de se préparer un meilleur CV? Alors, écoute, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, les gens sont vraiment très rapides. Il y a déjà plus de 80, en tout cas presque 80% qui ont déjà répondu au sondage. Est-ce que Magnifique, tu me donnes magnifique. déjà des réponses peut-être? Mais volontiers. À 96%, c'est apprendre à être au lieu de faire. Et il n'y a que 3% qui ont mentionné montrer son individualité. Mmh. Super, super. Et effectivement, dans ce monde dans lequel on vit, hein, ce monde VUCA, volatile, ambigu, complexe, où on est poussé à faire de plus en plus, on se rend compte qu'on arrive à des limites et que c'est pas davantage de faire qui va nous reconnecter et redonner du sens à tout ça, mais c'est reconnecter à qui on est, hein. Et d'où probablement une niche importante dans le coaching sur ces questions-là qui pourraient avoir certains impacts sur l'individu, comme le rendre plus conscient, plus lucide, lui redonner conscience de la liberté qu'il a, avec toutes les angoisses qui vont avec, hein, comme le disait Jean-Paul Sartre, de le reconnecter à ses besoins, de l'aider à accepter sa vulnérabilité, hein, quelque part, aussi de contribuer à moins de stress, parce que lorsqu'on est connecté avec soi, avec sa mission de vie, eh bien, peu importe les choses qui nous arrivent, on se sent sur le bon chemin. Et lorsqu'on accepte aussi d'une manière ou d'une autre sa grandeur intérieure, on devient moins dépendant du feedback des autres, du regard des autres, et ça devient de plus en plus difficile de nous définir par rapport aux autres. Donc, en laissant de la place à cette grandeur intérieure, eh bien, on va laisser aussi, on va créer un impact potentiel important sur l'individu. Bon, sur les organisations, sur la société, j'aimerais peut-être relever simplement une plus grande conscience des enjeux sociétaux et environnementaux lorsqu'on est davantage connecté à nous-mêmes, aux autres et à ce qui nous entoure, hein. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des tabous, et ces tabous s'appellent la vulnérabilité. On n'aime pas parler de ses faiblesses, on n'en parle pas en entreprise, on n'aime pas parler de ses peurs, on n'aime pas parler de la mort, et sa relation à la mort fait partie de manière intrinsèque à comment on se perçoit, hein. On n'aime pas parler non plus de son statut dans certaines cultures, de harcèlement sexuel, et heureusement, l'actualité nous montre que là, c'est en train de s'ouvrir, hein. L'argent, les émotions, ce sont encore des tabous qui probablement nous ferment des portes pour évoluer vers plus d'ouverture, d'éveil identitaire. Voilà, on arrive avec 1 minute et demie de retard, et je m'en excuse, à la fin de cette présentation, et j'aimerais qu'ensemble on fasse émerger quelque chose à l'image de ce que vous avez déjà fait il y a 2 ou 3 webinaires, je pense, et je vous invite, où Yotis va vous guider là-dessus, donc à vous Donc, connecter. à se connecter donc sur www.menti.com. Donc, vous vous rappelez du petit nuage que nous avions fait la dernière fois, tous connectés ensemble. Donc, allez sur le site www.menti.com et vous insérez le code 220358 et je te laisse, Philippe, pour expliquer un peu la procédure. Voilà, lorsque vous avez ouvert votre browser, que vous êtes sur menti.com, que cette petite fenêtre apparaît et que vous avez inséré ce code 220358, eh bien la question suivante apparaît. Après avoir entendu ce qu'on a pu partager sur l'identité, qu'est-ce que vous auriez davantage envie d'accueillir en vous
pour démarrer l'année 2018. Donc, quelle partie de vous-même à laquelle auriez-vous envie de faire plus de place en 2018? Et je vous invite alors à y répondre par un mot. Quelle est la force qui vous anime et qui n'a pas encore assez de place et que vous aimeriez accueillir un peu plus pour devenir encore un peu plus vous-même? Je vous laisse le temps d'y répondre et Yotis, tu me corriges, mais voilà. Oh, tout Voilà. est en train de se développer. Alors, voilà un très beau petit nuage connecté des 7 coins du monde, vu que nous avons l'ICF Synergie est composé de 7 pays. Et vous pouvez voir donc ce beau nuage que vous formez, donc les presque 300 coachs actuels. Tu veux clôturer, Philippe? Oh, j'aimerais simplement partager que effectivement votre contribution me touche beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir et d'encouragement à voir au centre de ce nuage le mot amour, et c'est ce que j'aimerais aussi pouvoir vous transmettre pour bien fêter ces fêtes de fin d'année, et au plaisir de vous retrouver très bientôt, peut-être tout bientôt sur LinkedIn pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Philippe. Nous te retrouverons donc dans quelques instants sur la page LinkedIn de l'ICF Synergie. Donc, je voulais également remercier Gaëtan qui est toujours avec nous, qui nous aide pendant ces webinaires. Alors, au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous souhaite d'avance à tous une bonne fin d'année, où que vous vous trouvez. À l'année prochaine. Bye bye. À l'année prochaine, Yotis, et un tout grand merci de vos appuis de toi et Gaëtan. Merci beaucoup, Philippe.